Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à la Tribune Connect Live en partenariat avec le Réveil Digital d'Engie. Nous avons le plaisir de vous retrouver en direct ce matin sur la tribune.fr. Alors la crise sanitaire n'a fait que confirmer la tendance, la technologie est en plein boom. Ce qui l'est moins en revanche, c'est la place des femmes dans ce secteur qui reste l'un des plus dynamiques. Est-il réservé aux hommes? Pourquoi les femmes sont-elles si peu nombreuses? Sur quel levier peut-on agir pour inciter les jeunes femmes à s'investir dans ce milieu? Pourraient répondre trois femmes de talent investis dans la tech vont témoigner des bienfaits avérés de la mixité. Voici donc Karima Drissi, Bonjour. bonjour. Vous êtes directrice des systèmes d'information au sein de GRDF. Lucie Hoffman, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la connectivité chez Engie. Et Sophie Vigée, Bonjour bonjour. Boris. Vous êtes directrice générale de l'école 42. Alors, je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez poser invité EES par le biais des commentaires. N'hésitez pas à profiter de la présence de nos expertes. Dans une première partie, nous ferons avec nos invités un état des lieux et nous poserons les enjeux. Puis, dans un second temps, on va se focaliser sur les solutions et les moyens à mettre en œuvre pour favoriser l'éclosion des talents féminins dans la tech. On a tiré à la courte paille. Et on commence avec vous, Sophie Vigée. Quelques mots sur votre parcours. On va utiliser un terme qui est presque un cliché, une tarte à la crème journalistique, un terme très galvaudé qui est celui d'atypique pour qualifier votre parcours. Vous n'allez pas être en règle. Je vois Lucie Hoffman qui hausse les sourcils, vous aussi, mais on va y venir dans quelques instants. Il semble néanmoins pertinent ce terme puisque, à la base, vous avez fait des études de musicologie. Tout à fait. En fait, j'ai même fait d'abord des études de biologie, puis après de musicologie. Et je dois dire que quand j'étais adolescente, j'étais passionnée par beaucoup de choses. J'avais fait un tout petit peu d'informatique, parce que j'aimais bien les jeux vidéo, mais j'étais passionnée de mécanique quantique, comme d'art, de peinture, comme de psychologie, de plein de choses. Et lorsqu'il il y a eu l'avènement du CD-ROM, je me suis dit que j'allais pouvoir rassembler sur un support informatique absolument toutes mes passions. Donc, j'ai été suivre une formation pour apprendre à faire des CD-ROM. Là, je me suis aperçue que j'étais très douée en programmation et j'ai eu envie de partager ça. Donc, je suis devenue professeure. Et puis après, j'ai été de différents postes, directrice de studio multimédia, etc. Et puis j'ai dirigé des écoles d'informatique qui sont la Web Academy, le Samsung Campus, la Coding Academy by Epitech. Et puis, j'ai eu la chance d'être nommée en 2018 directrice générale de 42. Alors, histoire de planter le décor, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres clés de la présence des femmes dans la tech, eu égard à votre position privilégiée de directrice générale de l'école 42? Je vous remercie. Oui, tout à fait, je peux le faire. Donc, il y a à peu près 27% de femmes qui travaillent dans le domaine du numérique, alors que dans les autres domaines, on est plutôt sur 47%. On voit qu'il y a un vrai décalage. Quand on s'intéresse au domaine plus technique, si on est sur de la R&D ou du développement, on va tomber bien bas, plutôt sur des 10%. Et d'ailleurs, dans les formations, on va dire très tech, très orientées ingénieurs informatiques, on a seulement entre 5 et 10% de femmes. Il faut noter en plus de ça que le taux d'attrition, c'est-à-dire le nombre de départs des femmes qui rentrent dans ces métiers-là, est plus fort que dans les autres métiers. Donc, on a un problème à l'entrée du tuyau et à la sortie du tuyau. Très rassurant. On va poursuivre la présentation de toutes les invités. On va revenir pour saisir cette situation à bras-le-corps et pour aussi faire des propositions, évidemment. Karima Drissi, vous vous présentez comme un pur produit de l'IT. Ah oui, complètement. Un pur produit de l'IT. J'ai fait des études 100% informatique. J'ai baigné dedans dès l'obtention de mon bac finalement. Je suis restée. Il faut savoir que déjà, il y a 22 ans, c'est là où j'ai obtenu mon diplôme au bout de 5 ans d'études. J'ai fait une spécialisation sur l'intelligence artificielle. C'était tout ce qui était en lien avec les réseaux de neurones, ce qu'on appelle un peu l'apprentissage supervisé et l'apprentissage statistique. Donc moi, très dans l'ESI, très dans la technique depuis finalement le début. J'ai commencé très vite dans la vie active sur des missions assez techniques parce que j'étais intéressée par la technique, par le côté extrêmement concret de la mise en œuvre et de l'ingénierie logicielle, puisque finalement le résultat de notre travail, on le voit très rapidement. Et j'ai commencé, donc j'ai eu une évolution presque très cohérente ou trop cohérente, mais en même temps très passionnante où j'ai commencé sur le développement, j'ai pris des rôles de direction technique, j'ai travaillé sur des sujets très, très, très techniques, sur les architectures applicatives, sur les infrastructures, sur vraiment tout ce qui touche à la mise en œuvre. Et puis, très rapidement, j'ai pris des rôles de direction de projet, direction de programme et j'ai piloté des équipes importantes dans une grande entreprise de transport sur des sujets d'infrastructure, d'ingénierie logicielle. Donc, c'était des grosses équipes, hein, il y avait plusieurs centaines de personnes.
Et puis aujourd'hui, je suis effectivement DSI à GRDF et je traite les systèmes d'information d'une structure qui adresse toutes les infrastructures gazières et qui pilote et maintient toutes les infrastructures gazières. Je peux rebondir sur les chiffres parce que je trouve intéressant ce qui a été dit notamment par Sophie sur les chiffres. Elle parlait de 27% des femmes dans la tech. À GRDF, c'est 33% à la DSI. Donc je me dis qu'on a quand même un peu d'avance. On a vraiment une volonté à GRDF de pousser le positionnement des femmes et c'est une réalité. Le chiffre que je vous donne, c'est le chiffre à fin 2019. 96 femmes sur 291 fin 2019. Et on parlait des personnes qui sont sur des domaines techniques, donc le chiffre c'est 10%. Eh bien, à GRDF, je pensais que mon chiffre était bas. Il est à 15%. Donc, quand on parle des métiers techniques d'une DSI, tout ce qui tourne aux infrastructures, aux architectures, et là, on est effectivement à 15% de femmes. Donc, c'est plutôt pas mal. Et de manière un peu générale, GRDF, qui est finalement gère et maintient 200 000 km de réseau gazier. La personne qui s'occupe, la directrice qui s'occupe de l'ensemble des travaux sur le cœur métier de GRDF, eh bien, c'est une femme et elle est membre du COMEX. Et je me dis que la GRDF est plutôt en avance sur ces sujets-là. Bon, alors des indicateurs plutôt positifs. On va terminer avec vous, Lucille Hoffman. Alors, je suis désolé, je suis encore versé dans le cliché avec ce fameux terme atypique. À la base, vous êtes économiste. Oui, tout à fait. Merci Boris. Je vais rebondir sur ce que dit Karima. Au-delà de GRDF, je pense que le groupe NJ, on a un positionnement qui est quand même un peu particulier vis-à-vis du positionnement des femmes. Et je pense aussi qu'on est un peu en avance et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce groupe, mais peut-être on y reviendra plus tard. Alors moi, je suis économiste. Oui, la petite Lucille est peut-être tombée dans la marmite de la tech très tôt finalement, même si elle est économiste. Non, ouais, j'ai fait d'abord un lycée agricole, donc vous voyez, on part de loin, mais pas si loin que ça finalement, parce que dans l'agriculture, on utilise beaucoup de technologies, d'ailleurs de plus en plus, mais déjà à l'époque, on en utilisait pas mal. Et puis après, j'ai fait de l'économie, et plutôt de l'économie industrielle, de l'économétrie, donc un peu comme Karima, finalement, les statistiques et la mesure de l'économie à travers l'économétrie m'ont conduit à vraiment me pencher sur le contenu de ce qu'était ce que je mesurais. Voilà. Donc, par exemple, si je prends juste ce petit exemple, parce qu'il est à mon avis assez signifiant, quand on fait des simulations ou des régressions sur une fonction de production, on a un petit paramètre là, qui s'appelle le progrès technique, qui se modélise de différentes manières et qui peut être très déterministe ou pas, ou stochastique, etc. Et moi, j'avais besoin en fait, de vraiment rentrer dans la technologie des choses pour bien modéliser ce paramètre-là, parce que sinon, en fait, l'impact de la technologie sur l'économie, sur le bien-être des gens, sur l'avancée du monde, on le mesure mal. Voilà. Donc moi, j'avais besoin de rentrer dans la techno. Donc, par mon métier d'économiste, en fait, dans les différentes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, je me suis formée à la technologie durant mon parcours. Et si tant est bien que maintenant, on me prend un peu pour un ingénieur parce que j'arrête pas de parler de techno. Et je continue à le faire. Maintenant, je suis directrice de la connectivité chez Engie. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est l'intégration de la technologie dans les marchés. À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter à nos clients avec ces technologies-là? Pourquoi on va leur proposer ça plutôt qu'autre chose? Parce que finalement, pour moi, la technologie, c'est profondément humain. Voilà, on l'a vu pendant la crise, sans technologie, on l'aurait passé un petit peu moins bien. Et finalement, je pense qu'il y a elle sert à l'être humain, elle sert à avancer, cette technologie. Donc, voilà, moi, le lien avec l'économie, c'est ce lien très humain. Et d'ailleurs, vous ne faites pas du tout de mention de genre dans ce que vous dites. Par exemple, quand on a préparé cet échange, vous vous êtes présenté comme directeur de la connectivité. Oui. Pourquoi? En fait, je sais que les mots ont un sens et qu'effectivement, plus on dira directrice et qu'on marquera le genre, plus les gens penseront différemment. Mais moi, ça m'a jamais dérangé en fait qu'on m'appelle directeur ou
fait, qu'on prenne un terme. On a un problème avec la langue française, c'est qu'elle est très genrée, cette langue, à la base. On n'a pas de neutralité dans la langue française, comme dans certaines autres langues. Et d'ailleurs, je pense que ça a un lien dans les pays scandinaves où il y a la neutralité. Ça, finalement, les femmes sont positionnées comme plus comme les hommes, parce qu'ils ont ce terme neutre qui leur permet de ne pas différencier les choses. Nous, on a une langue qui est très genrée. La langue turque est neutre. Hein. Oui, aussi. Mais effectivement, la place des femmes n'est pas très valorisée. C'est vrai, tu as raison. Mais pas très bien, je ne sais pas. Oui, non, pas très bien. Mais voilà, moi, ça m'a jamais dérangé qu'il n'y ait pas de différence, quoi. Parce que à la base, il n'y a pas de différence. Qu'on soit un homme ou une femme, ce qui est important, ce sont nos compétences. Hein. Ce n'est pas tellement qu'on soit un homme ou une femme. Alors, ça, je pense que tout le monde sera d'accord avec cette phrase, mais néanmoins, est-ce que et là, je vais m'adresser à toutes les trois pour lancer le débat. Vous n'avez jamais constaté que c'était plus difficile que pour vous en tant que femme, que vous avez dû peut-être lutter 2 fois plus ou que vos collègues masculins ont eu davantage de facilité? Je ne m'adresse pas spécifiquement à Lucille, hein, je lance le débat aussi pour Sophie et Karima. Qui veut répondre? Karima. Oui, je peux répondre. Est-ce que ça a été plus difficile parce que je suis toujours une femme? En l'occurrence, moi, je n'ai pas ce sentiment d'un point de vue personnel. C'est-à-dire que j'ai eu vraiment une évolution très naturelle, très poussée par mes patrons à prendre de plus en plus de responsabilités. Des patrons, en l'occurrence, qui étaient des hommes, mais quand on parle de l'IT, voilà, aujourd'hui, c'est une majorité d'hommes encore, et encore plus quand j'ai débuté. Et personnellement, je n'ai vraiment pas eu de difficultés. Par contre, je ne nie pas qu'il y a une vraie difficulté et qu'il y a une vision. Alors, je ne vais pas dire que je n'ai pas eu parfois aussi quelques paroles déplacées du fait que j'étais une femme et que potentiellement le sujet de la technique ne pouvait pas être le mien. Mais ce n'est pas quelque chose qui m'a empêché d'avancer, c'est ça que je veux dire. Il y a eu des rencontres moins sympathiques parfois, mais ça ne m'a pas empêché d'évoluer en tant que telle. Après, je nie pas le fait que quand on parle de la tech, quand on parle de métiers techniques, de prime abord, et c'est très ancré en nous en tant que Français, c'est pas naturellement la place des femmes. Et aujourd'hui, même si ce point de vue-là évolue, il existe encore. Moi, je suis extrêmement résiliente et ça ne m'a pas empêchée d'avancer. Mais oui, ce sujet-là existe. Et je pense qu'il y a un sujet de fond. Sophie Vigée, pourquoi les jeunes femmes se disent naturellement c'est pas pour moi, tout ce qui est maths, techno, c'est pas pour moi? Est-ce qu'on a une réalité historique? Est-ce que c'est un aspect systémique? Ça veut dire que c'est ancré dans les mentalités depuis très longtemps ou c'est un phénomène relativement récent? Alors, justement, on parlait des chiffres. Les chiffres n'ont pas été toujours ceci. Alors, actuellement, évidemment, de toute façon, l'être humain est un animal extrêmement social. Donc, les stéréotypes sont très, 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 très lourds, très forts. On a envie de se conformer. Et comme actuellement, tout le monde s'accorde à croire que l'informatique, le prototype, c'est un homme qui est très versé dans la technique, logique, pas nécessairement à l'aise avec les autres. Du coup, évidemment, à tous les moments d'orientation, ces poids-là vont jouer. Et de manière générale, tout le monde pense que l'informatique, c'est un domaine réservé aux hommes. Donc, évidemment, c'est une sorte de tautologie. La preuve, comme il n'y en a pas beaucoup, on n'y va pas, bon, etc. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a les travaux d'Isabelle Collet qui sont très, très intéressants à ce sujet. Ça fait 20 ans qu'elle s'interroge sur la question. Et avant les années 80, en fait, l'informatique était le deuxième domaine dans lequel les femmes s'orientaient, deuxième domaine scientifique. Et il y avait à peu près 25-30% de femmes en formation. Donc, vous voyez qu'il y en avait plus que maintenant. Et entre 1972 et 2010, dans tous les domaines scientifiques, le nombre de femmes a augmenté. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait seulement 5% de femmes dans les diplômés ingénieurs, alors qu'il y en a 25% maintenant. Donc, ça a augmenté partout, sauf en informatique. Donc, ça a sérieusement baissé. Donc, est-ce que les femmes ont tout d'un coup perdu leur appétence pour l'informatique soudainement? Donc, non, je ne pense pas. Et c'est intéressant justement d'essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui sont rentrés en jeu et qui ont fait qu'il y a eu beaucoup moins de femmes. Et je pense qu'il y a deux phénomènes qui ont été démontrés, qui sont premièrement la prise de conscience dans les années 80 de l'importance de l'informatique, même à travers la fantasmagorie générale. Par exemple, le film War Games, où on voyait un adolescent boutonneux qui pouvait prendre en main le Pentagone et le hacker.
Donc, on a compris que ça devenait un enjeu important. Donc, le domaine s'est masculinisé. Il y a eu carrément des actions qui ont été menées, particulièrement dans les pays anglo-saxons, où on a pris des fiches de poste, des profils types hommes, et on s'est mis à recruter plus d'hommes et à évincer les femmes. Et puis, il y a aussi l'avènement de l'ordinateur individuel dans les années 80, qui était vu comme un gadget scientifique et qui a surtout été offert à des garçons par leur famille. Et petit à petit, par capillarité, ça a fait de plus en plus d'hommes et ça a créé un peu le domaine des geeks. Donc, on voit qu'il y a une action mécanique qui a fait qu'il y a moins de femmes maintenant dans le numérique. Alors, comment on fait? Comment on fait pour contrebalancer cet effet-là? Vous l'avez dit, il y a des raisons parfois de se réjouir, puisque globalement, vous le dites, chez les ingénieurs, la situation est lentement mais sûrement en train de changer, mais absolument pas sur l'informatique. Selon vous, quels seraient les leviers sur lesquels on peut agir? Et je m'adresse là encore à toutes les trois. Lucille Hoffman. Je pense que, en tout cas dans l'entreprise dans laquelle je travaille en ce moment, on a plusieurs types de leviers pour mettre les femmes au cœur des sujets. Vous connaissez sans doute, parce que maintenant dans toutes les grandes entreprises il y a ça, il y a un réseau de femmes qui existe, qui permet aux femmes de se rencontrer, de parler de leurs difficultés, de parler aussi des choses faciles qu'elles traversent, de comment elles ont pu évoluer. Donc déjà ça, je pense que ça aide parce que en fait, ce qui est compliqué, je pense, dans l'entreprise, quand on est une femme dans des métiers plutôt masculins, jusque maintenant, c'est le positionnement qu'on peut prendre par rapport à nos collègues masculins et la difficulté de leur parler, des difficultés qu'on peut rencontrer, de la manière dont nous, on a envie de voir les choses et de leur exposer les choses. Parce qu'il y a je ne sais pas si Karima et Sophie ont déjà vécu ces situations-là, mais quand on dit quelque chose sur un sujet assez technique, il y a un réflexe assez masculin de vouloir vérifier, entre guillemets, auprès d'un autre collègue masculin pour voir si jamais, on ne sait pas, peut-être, c'était pas totalement sûr parce que c'est une femme qui l'a dit, quoi. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est arrivé et je trouve ça étrange. Et c'est difficile, en fait, de dire à un collègue masculin pourquoi tu vas vérifier ce que je suis en train de te dire, quoi, auprès d'un autre homme. Donc voilà, donc les réseaux de femmes, ça permet de se parler de ça, de voir justement si l'une ou l'autre a déjà rencontré ce type de situation, comment elle a fait pour en discuter avec ses collègues peut-être, voilà. Donc il y a ça, il y a bien évidemment les quotas, entre guillemets, qui sont dans les grandes entreprises maintenant des choses assez établies, dans les conseils d'administration, dans les postes à responsabilité, dans les populations techniques. Même si je ne suis pas une adepte des quotas, je sais que ça aide. Je ne suis pas une adepte parce que, si vous voulez, moi, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse être content quand on dit qu'il y aura 30% de femmes dans certains types d'instances et dans certains types de populations, alors qu'il y a juste 50%, voire plus, de femmes sur la planète. Donc, j'ai du mal à comprendre encore pourquoi on se satisfait de ce type de quota. Voilà. La normalité, ce serait juste de dire, voilà, on est 50-50, donc on est 50-50 aussi, ou je sais pas, c'est différent. Voilà. L'an dernier, il y a eu une collectivité qui s'est fait taper sur les doigts parce qu'ils avaient dépassé les 40% de femmes dans les structures. Je trouve ça très, très étrange, en fait, ces histoires de quotas. Bref, en tout cas, ça aide quand même à avancer, puisqu'on est obligé d'en passer par là, mais ça dénote quand même d'un mode de réflexion sur le genre qui me semble nous enfermer dans des réponses qui nous amènent, ça nous donne des difficultés à avancer sur le sujet. Hein. Je pense que si on regardait le sujet un peu différemment, peut-être qu'on aurait des solutions qui ne seraient pas de l'ordre du quota, de l'obligation, voilà. Mais bon, voilà, donc il y a quelques instruments qui nous permettent d'avancer, mais je vais laisser la parole à Karim et à Sophie sur ce sujet. Je suis peut-être pas pour les mêmes raisons. Non, vous avez raison. Pour les mêmes raisons, Karima, vous êtes contre les quotas. Oui, moi je veux bien intervenir juste sur ce débat-là parce que je le trouve très intéressant. Je ne suis pas totalement d'accord
sur ce qui a été dit, même si je partage les constats qui sont faits, mais le principe d'avoir à une époque évincé les femmes, c'est une réalité, je n'en mets pas en cause. Je suis juste absolument convaincue que ce n'est pas ça qui explique la situation dans laquelle on est. Nous, en tant que femmes, on a exactement le même champ d'action en France qu'un homme. Si on évince un homme d'un boulot qui est vu comme étant féminin, ça ne l'empêche pas d'avancer, d'aller le faire quand même. Donc, effectivement, même s'il y a eu cette tentative d'évincer, à un moment, je pense qu'il y a des actions qui sont des actions de fond qu'on doit mener en France et qui sont, on l'avait partagé quand on avait préparé l'émission, qui sont à mon sens très éducationnelles et sociétales. Quand on dit le métier de l'informatique, c'est un métier d'homme et donc il ne faut pas y aller, très bien, à un moment, moi, c'est ce que je pense, hein, c'est que j'ai fait plusieurs interventions dans des grandes écoles, notamment Centrale Supélec, dans le cadre notamment de nos campagnes de recrutement, où l'objectif, c'était de partager sur le métier de l'IT, ce que c'était que le métier de l'IT dans une entreprise, et donner envie aux gens de nous rejoindre. Et ce qui me choquait, effectivement, c'est de voir un amphithéâtre rempli de monsieur, avec trois jeunes filles au milieu et 3 jeunes filles uniquement. Et à chaque fois que je commençais en me disant, on a encore un problème aujourd'hui. Et finalement, quand on parle, je crois qu'on a évoqué 28% de femmes ingénieurs diplômées tous les ans. C'est clair que quand on a 28% de femmes ingénieurs diplômées tous les ans, quand on a à la DSI GRDF 33% de femmes, on se dit on n'est plutôt pas trop mal. Parce que difficile d'avoir 50% de femmes quand il y a si peu de femmes qui sont diplômées. Donc je pense qu'il faut prendre le sujet vraiment à la source du problème et donner envie aux femmes de faire des études scientifiques. Aujourd'hui, en 2020, je ne pense pas qu'il y a une volonté des hommes de prendre la place des femmes dans le monde de l'IT. Il y a tellement de places et tellement de postes qu'on n'arrive pas à pourvoir qu'aujourd'hui, toutes les bonnes, qu'on soit homme ou femme, tout le monde est le bienvenu. Moi, en tant que femme, je recrute. Et je peux vous dire que je ne fais aucune différence, bien évidemment, entre les hommes et les femmes. Et même si je veux promouvoir les femmes dans ces métiers, je ne ferai pas non plus de préférence entre une homme et une femme. Ce qui m'importe, c'est la compétence. Et si on reparle juste du sujet de la parité, pour moi, le sujet du quota qu'on a évoqué, pour moi, ça ne peut être qu'une boucle de rattrapage pour rappeler à l'ordre. Attention, sur telle structure ou telle fonction, on n'a effectivement pas assez de femmes. Très bien. Pour autant, les sujets de fond, il faut qu'on les traite. Il faut qu'on pousse les femmes. Moi, je vous le dis, je suis une passionnée de l'informatique, mais une passionnée. On m'a proposé d'évoluer vers d'autres fonctions quand j'étais dans une entreprise de transport des fonctions importantes, des fonctions valorisantes, des fonctions de pouvoir. Néanmoins, je suis passionnée par l'IT. C'est un métier qui donne une vision totalement transversale d'une entreprise. Et ça, c'est un poste qui est juste incroyable. On voit les évolutions, les enjeux de l'entreprise. Ici, à GRDF, tout ce qui est en lien avec la transition énergétique, le gaz vert, et on se pose la question de comment moi, je vais aider à développer ces stratégies-là et à accompagner les métiers. C'est absolument passionnant. Ce n'est pas un métier que technique, c'est un métier de compréhension de stratégie, c'est un métier cœur dans l'entreprise et c'est un métier hyper concret parce que derrière, on va mettre en place des choses qui vont aider à atteindre la stratégie. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire, c'est faire comprendre à ces jeunes femmes que, bien évidemment, aucun métier n'est de la connotation homme ou femme, que c'est à la portée d'absolument tout le monde. Les femmes sont habiles, agiles, très nuancées et elles peuvent faire ce travail avec beaucoup d'efficacité. Donc, moi, ce que je dis, c'est sociétal, éducation. Moi, quand j'étais petite, j'avais des poupées et des Barbies, mais j'avais aussi des Legos et j'avais aussi des petits camions. Et on ne m'a jamais dit, il y a ce métier pour toi et ce métier pour toi. Mon papa me disait, ma fille, tu seras ingénieure. Voilà, c'est très éducationnel. Et si on arrive, et nous, on a un rôle en tant qu'entreprise, d'aller dans les écoles, d'aller dans les universités, d'expliquer que ce métier-là, c'est aussi un métier de femme. Et je pense qu'il y a un sujet autour de l'éducation et des conseillers d'orientation qui peuvent plus ou moins bien conseiller sur l'avenir des femmes. Alors Sophie, j'imagine que vous avez beaucoup de choses à répondre à tout cela. Oui, carrément. Déjà, surtout, on est hyper d'accord en fait. On est complètement d'accord, Karima. C'est-à-dire qu'on est d'accord pour dire que dans les années 80, il y a un mécanisme qui s'est produit qui a fait que ça a évincé les femmes.
c'est pas du tout d'actualité. C'est-à-dire actuellement, les hommes sont pas en train de combattre pour qu'il y ait moins de femmes. Au contraire, on voit en plus que les équipes qui sont mixtes sont des équipes qui sont beaucoup plus heureuses, qui sont beaucoup plus performantes. Donc tout le monde s'accorde à vouloir qu'il y ait plus de femmes dans les métiers de l'informatique. À 42, on a commencé en 2013 à 7% de femmes, ce qui était plutôt traditionnel dans ce domaine-là. Et quand je suis arrivée en 2018, on avait 14,9% de femmes. Et cette année, on a 30% de femmes. Donc, en à peine 2 ans, en mettant en place énormément d'actions, on a réussi à faire quelque chose. Alors, donnez-nous des exemples concrets, Sophie, parce qu'il y a des aspects qui peuvent paraître triviales, voire à la marge. Et en fait, ça marche, parce que vous avez réussi à doubler la part des femmes en 2 ans. C'est que ça marche. Donc, des leviers qui peuvent, je pense, intéresser tout le monde. Complètement. Je vais vous donner des petites clés qui nous ont servi. Mais je rejoins beaucoup Karima sur le fait que, y a d'abord une chose, quand Karima disait on peut le faire, oui, c'est vrai, mais il n'y a pas une même égalité d'opportunités. Les opportunités ne sont pas les mêmes pour les femmes, justement à cause de ces problématiques de stéréotypes et de représentation. Et où c'est très important, c'est qu'il faut en effet, dès le plus jeune âge, modifier en effet ces images-là et donner à voir qu'est-ce que sont ces métiers, qu'est-ce qu'on y fait. Pourquoi ce sont des métiers intéressants, pourquoi ce sont des métiers qui sont tout à fait ouverts aux femmes. Moi, j'avais été très marquée par une des actrices de Les Femmes de l'ombre qui disait on m'a volé mes rêves, parce qu'en fait, elle s'était dit jamais de sa vie elle avait pensé qu'elle aurait pu être scientifique. C'est une porte qui s'est fermée toute seule et qu'elle n'a même pas pu s'imaginer pouvoir pousser. Donc ça, c'est très important. Et il faut lutter pour cette égalité des opportunités et changer la représentation socio-sexuelle. Et dès le plus jeune âge, il y a tous les moments clés de l'orientation et je crois que le gouvernement, justement, travaille beaucoup sur ces domaines-là en ce moment. Qu'est-ce qu'on a fait à 42 ? Je crois que la première chose, c'est vrai qu'il est notoire, on parlait du taux d'attrition, les femmes quittent malheureusement beaucoup ces domaines-là à cause des blagues sexistes. C'est une des principales raisons. Il faut comprendre que c'est pas le sexisme, il y en a partout, c'est pas ça, c'est que le fait qu'il y ait un déséquilibre si fort, évidemment, ça peut exacerber certains comportements. La première chose, c'était de faire qu'on dise aux femmes, quand vous serez à 42, c'est super, il n'y a pas de sexisme, il n'y a rien de ça, vous allez vous sentir bien. Donc, on a mis en place une politique qui a fait qu'il y a 0 sexisme à 42, à la fois sur les réseaux de communication, mais aussi au sein de l'école. Il y a une possibilité d'alerter si jamais on voit une action sexiste, raciste, homophobe ou autre, d'alerter immédiatement la direction. Donc, ça, plus... C'est bête, hein, mais juste, par exemple, mettre des toilettes spécifiques pour les femmes avec des serviettes et tampons hygiéniques gratuits, d'avoir des sèche-cheveux à la sortie des douches, d'avoir des endroits agréables à vivre. Ben, tout ça, c'était juste dire aux femmes, on pense à vous. C'est-à-dire que vous êtes les bienvenus ici. C'est un endroit qui est fait pour vous. Ensuite, changer l'image en interne. On a fait venir beaucoup de speakeuses femmes sur des domaines techniques. Aussi, on a fait des expositions de femmes dans la STEM. Et changer l'image à l'extérieur, on a changé tout simplement les images sur le site internet. On a montré des femmes. On a montré des rôles modèles qui ne sont pas nécessairement des tough girls, parce que c'est ça aussi qui est difficile. C'est comme c'est des domaines masculins, il faut parfois surcompenser pour se légitimer. Il faut montrer que ça n'est pas nécessaire, que c'est ouvert à toutes les femmes. Donc, on a mis en avant des femmes alumnies, on a montré ce qu'on pouvait faire avec ces métiers-là. Et puis, on a travaillé avec des acteurs importants, l'éducation nationale. On fait venir des jeunes filles de collège et de lycée à qui on montre qu'est-ce que c'est que le code, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et puis, surtout, avec Pôle emploi. Et avec Pôle emploi, on a fait, c'était hyper émouvant, on fait venir des femmes qui, je pense, au départ venaient parce qu'elles se disaient peut-être qu'elles risquaient de perdre les ARE, etc., si elles ne venaient pas. Leurs subsides. Et du coup, quand on levait le voile et qu'on leur montrait mais à quel point c'est génial, à quel point c'est des métiers ludiques, à quel point en plus 42, c'est hyper fait pour les femmes, c'est vrai, parce que la formation est une formation qui n'est pas top-down, c'est une formation transversale. On s'entraide, on travaille ensemble. Il n'y a pas un prof qui va t'expliquer quoi faire. En plus, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc on peut s'organiser exactement comme on l'entend. Donc, c'est vrai que de lever le voile et de leur montrer tout ce qu'elles allaient pouvoir faire, comment c'est des métiers super bien payés, il ne faut juste pas l'oublier, c'est hyper bien quand même, avec des super carrières. Et bien, du coup, en effet, tout d'un coup, il y avait des toiles dans leurs yeux. Elles disaient, ah, mais attends, moi, je n'avais pas du tout compris que c'était ça, le numérique et le code. Et hop, elles se lançaient. Donc, ça a été vraiment très important. Et je rejoins le fait que, bon, les quotas, c'est à manier avec extrêmement de prudence parce que c'est contre-productif, là, souvent, malheureusement. Donc, en revanche, on a utilisé des mécaniques qui sont que pour participer au concours pour entrer à 42, ce qu'on appelle des piscines,
on réserve des places pour les femmes jusqu'au dernier moment pour maximiser le nombre de femmes candidates. Mais après, la sélection, elle est la même pour tout le monde. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas la pression, toutes les trois, d'être finalement des rôles modèles vous avez été sans doute choisis pour cette table ronde pour vos qualités de représentativité, pardon. J'espère que vous ne vous sentez pas seul. Déjà que j'espère qu'autour de vous, dans ces fonctions de direction et de talent, il y a d'autres femmes. Mais est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité qui pèse davantage sur les femmes? Je m'adresse à vous, Lucille, justement. Voilà, pour donner à voir aux jeunes filles qu'elles puissent s'identifier, qu'elles puissent se dire, bien, ce parcours, il est intéressant parce qu'il est un peu sinueux, parce qu'il est différent, parce qu'il emmène néanmoins à des fonctions très intéressantes. Je ne sais pas si je peux me considérer comme un rôle modèle. Ce qu'il y a de sûr, c'est que si on me donne l'occasion de parler à des jeunes femmes pour qu'elles embrassent une carrière technologique dans une entreprise ou d'ailleurs qu'elles créent leur entreprise, je pourrais que leur dire que ce sont des métiers mais vraiment passionnants. Je rejoins Karima et Sophie. J'aime beaucoup quand Karima, on sent la passion et on sent que c'est effectivement quoi, l'informatique, tu l'as dans tes tripes, quoi. Et ben moi c'est pareil, quoi, la technologie, mais parce que une fois de plus, c'est dans ce qu'elle a d'humain, c'est tellement profondément ancré dans notre monde que c'est juste génial de pouvoir intégrer de la technologie dans ce qu'on fait, dans les marchés que l'on traite. Une fois de plus, moi, mon rôle, il est vraiment de cette cohérence et de cette intégration de la technologie dans les propositions qu'on fait à nos clients, hein, donc vraiment dans le business de l'entreprise. Et ça, c'est au bout du bout, il y a un être humain qui va bénéficier de cette technologie-là pour une amélioration de sa vie. Et ça, moi, je trouve ça juste génial, quoi. Et la technologie n'a de sens, à mon avis, que parce que c'est ça, quoi. On est dans l'humain, voilà. Et c'est vraiment beau, quoi. Et donc, moi, j'ai qu'une chose à leur dire aux femmes, c'est mais allez-y, parce que c'est génial. Et puis, vous pourrez le prendre par différents bouts. Il y a différentes manières de voir la technologie, effectivement. Donc, à 42, c'est pour coder, mais quand on pense à la finalité de ce qu'on est en train de faire quand on code, on a juste envie de coder encore plus, quoi. Voilà. parce que on sait qu'au bout du bout, eh ben, je sais pas, quand on sortira une appli, un truc, il y a un être humain derrière qui sera peut-être super content, quoi. Et ça, c'est beau, voilà. Il ne faut pas avoir peur du moyen qui peut sembler être la techno un peu froide, Ouais. Mais la finalité, elle est pour connecter les humains. Quelque part, on pourra pas le rajouter. Même le moyen, il est sympa, il faut arrêter de coder. C'est vraiment, c'est ludique, c'est marrant. On travaille avec plein de gens, c'est marrant. Souvent, on se dit, mais coder, tu vas être devant un ordinateur, mais graphiste, tu es devant un ordinateur, pas plus, pas moins. Mais en fait, c'est créé avec des mots. Il ne faut pas oublier que ce sont des mots, c'est de la logique. Les femmes qui suivent, enfin, c'est hyper amusant à faire. Hein. Alors, juste moi qui étais codeuse pendant bien 5 bonnes années, ça a été les moments, honnêtement, les plus sexy de ma carrière professionnelle. Génial, j'adore. Sophie. Hyper sexy, mais pour de vrai. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je sais que j'ai passé des moments extraordinaires à optimiser le code pour en faire, parce qu'en fait, c'est le code le cœur. Hein. C'est-à-dire que si on ne code pas et qu'on ne code pas bien, le système, il ne sera pas performant, il ne sera pas robuste, il ne sera pas sexy d'un point de vue visuel. Et le code, c'est le premier élément. Et juste un élément, commencer par coder, c'est extraordinaire pour réussir ensuite à monter d'un cran sur le pilotage et la compréhension globale d'un écosystème. Donc, commencer par le développement, moi, je vous le conseille tous, et ça amène une crédibilité incroyable en tant que femme, notamment quand on commence à piloter des projets, parce on sait ce que c'est, ce qu'on appelle la technique. Et j'ajoute juste un élément sur ce que disait aussi Sophie sur le sexisme. Il existe, il ne faut pas se leurrer, il existe. Moi, dans toute ma carrière professionnelle, j'ai connu des propos très limites parce que j'étais une femme. On m'a effectivement proposé de s'adresser directement à mes équipes sur des sujets techniques parce que je n'étais pas au bon niveau. Pour autant, il faut aussi développer chez les femmes une capacité de résilience parce que ça, ce n'est pas lié à notre métier, c'est lié à la réalité
malheureusement de notre écosystème autour de nous. Il va y avoir des paroles blessantes ou des paroles qui chercheront à nous blesser. Et développer la résilience, c'est aussi ce qu'on doit faire. Et je pense que c'est aussi un sujet d'éducation, de mindset. Et ça, ça me semble important. On peut me dire n'importe quoi. Moi, en fait, ça passe, peu importe. Ce qui compte, c'est les faits. Voilà, c'était juste sur le... Il y a eu une consultation qui a été menée par l'UNICEF, consultation nationale, qui montrait qu'en effet, très très tôt, l'éducation était différente pour les jeunes filles et les jeunes garçons, et que les jeunes filles étaient plus sujettes à des remarques sur leur tenue vestimentaire, sur pas mal de choses, plus sujettes au harcèlement, etc. Et donc, il est essentiel, en effet, tôt, de pouvoir les armer et de leur apprendre, en effet, à se protéger, mais à répondre et à pouvoir avancer malgré ça. Mais les injonctions ne sont pas les mêmes pour les petits garçons et pour les petites filles. On sait. Ce que je trouve important aussi, c'est surtout de rappeler pourquoi. Parce qu'on pourrait se demander à un moment donné, oui, bon, il y a moins de nanas et alors, il y a moins de femmes. Mais c'est quoi le problème? Parce qu'il y a un vrai problème derrière et qui est essentiel. Ce n'est pas juste parce qu'on veut donner de la place aux femmes dans le numérique. C'est déjà, oui, parce que pour les femmes, passer pour des raisons de stéréotypes à côté, finalement, de métiers qui sont extraordinaires, bien payés, intéressants, etc., c'est malheureux. Parce que, comme le disait très bien Karima, on a besoin en fait de main-d'œuvre. L'économie numérique, elle est freinée par le manque de talents digitaux et on se prive de 50% de l'humanité. Pire que ça, le monde est en train de se digitaliser, je ne vous apprends rien. Donc, ça veut dire que pour des métiers, surtout des métiers, on va dire, qualifiés, on va avoir de plus en plus besoin de compétences digitales. Donc, si les femmes sont en retard, on va se mettre à précariser finalement la gente féminine, d'autant plus que l'automatisation, la robotisation, l'intelligence artificielle transforment des métiers qui sont particulièrement liés au secteur tertiaire, au secteur où il y a des femmes. Puis le dernier point, je vais vous dire parfois, si vous ne faites pas pour vous, faites-le pour les autres, c'est que le fait de ne pas avoir assez de femmes dans le numérique, on l'a vu, ça amène des biais qui sont catastrophiques pour notre avenir. On avait vu Joy Buolamwini, qui est une chercheuse du MIT, qui avait bien montré dans un article Gender Space que en fait on avait des difficultés, en fait les logiciels de reconnaissance faciale reconnaissaient moins bien les femmes et moins bien les personnes de couleur. Donc ça, c'est un des biais. Il y a plein d'autres scandales comme les airbags qui protègent moins les femmes, comme la carte de crédit Apple. On en voit plein. Et ça, c'est dû au fait qu'on ne peut pas leur en vouloir. On a une toute petite frange de la population qui est une frange plutôt hommes, blancs, cisgenres, CSP++, etc., qui travaillent sur ces sujets-là. Et en apportant plus de diversité, évidemment, on va faire des équipes plus heureuses, des équipes plus performantes, mais aussi un avenir meilleur pour tout le monde. Donc, il faut s'engager dans ces métiers. C'est important. Merci. Après, la résilience, ça ne se décrète pas. Pour donner confiance aux petites filles, et on sait que déjà les enjeux se jouent, grosso modo, même à la maternelle, comment on peut faire? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des initiatives qui sont mises en place par les gouvernements, quels qu'ils soient. Vous avez, dans le sein de votre activité à 42, mis en place des choses intéressantes. Donc, comment on peut faire là d'un point de vue macro? Comment on instille la confiance en soi des petites filles? Parce que j'imagine aussi que moi, je vous considère toujours comme des rôles modèles, même si vous le niez, et chacune a son background personnel. Mais Karima nous disait que son père lui disait « tu seras ingénieur ». J'imagine que pour vous, Sophie, Lucille, il y a eu un environnement familial. Soit on se fait contre, soit on se fait pour, mais en tout cas, on est nourri de ça et on avance. Partant de votre expérience personnelle, comment on pourrait agir vraiment au niveau des toutes jeunes filles, leur donner cette force-là qu'est la résilience? Alors, déjà faire ce que vous faites, je pense. Avoir des émissions qui permettent de mettre en avant des carrières de femmes qui aboutissent sur des métiers qui sont techniques. Sophie, je te laisse la main. Pardon, excuse-moi. C'était juste dire très très concrètement, en fait, nous on a décidé de travailler avec l'Éducation nationale. Et donc, on mène une expérimentation qui verra le jour probablement à peu près en janvier 2021, une expérimentation en fait d'apprentissage, pas que du code, de la littératie numérique, etc., pour les CM1, CM2 à l'école et avec une approche pédagogique différente qui est celle de 42, c'est-à-dire une approche pédagogique qui est très transversale avec de l'entraide et surtout, et on est accompagné par Isabelle Collet sur ce sujet, surtout avec une approche non genrée de l'éducation.
Et donc, avec des indicateurs, des métriques qui permettent vraiment justement aux professeurs d'être garants du fait qu'il y a des prises de parole qui sont égalitaires, de deux mondes qui se font aussi de manière égale et de pouvoir insuffler justement cette manière d'éviter que chacun reprenne, excusez-moi pour les ambulances qui passent, que chacun reprenne sa place, celle qui est dictée. Donc voilà, donc une expérimentation avec l'éducation nationale le plus tôt possible, non seulement pour redonner un pied d'égalité, parce que si à cet âge-là, on apprend toutes et tous la littératie numérique, apprendre à coder, et bien que ce soit pour les jeunes filles, mais aussi pour des personnes qui ne s'imaginaient pas pouvoir aller vers ces métiers, on peut créer des vocations et changer les choses, et aussi par cette méthode d'apprentissage, redonner un peu plus d'égalité. Lucie Hoffman, comment on se reconnecte à l'humain au final? Parce que vous dites, vous avez une vision, qui n'est pas focalisée sur le genre, mais sur la finalité, en se disant, voilà, le reste, c'est des moyens. Enfin, même si les moyens sont beaux, hein, pardonnez-moi, Sophie, même s'ils peuvent sembler pour des béotiens comme moi un peu techniques. Comment on se reconnecte à l'humain au final? Je vais juste rebondir sur ce que disait Sophie. Là. Je pense que, et d'ailleurs aussi Karima, on est toutes d'accord sur le fait que ce qui se passe dans l'entreprise et sur l'éducation de la technologie n'est que le reflet finalement de notre société. Parce que bon, là, on est dans les femmes et la tech, mais plus globalement, la place des femmes est quand même un combat, hein, même si depuis Rousseau, les Lumières du XVIIIe nous ont dit que la femme était l'égale de l'homme. On est quand même presque 3 siècles après à encore ramer quand même pas mal pour que justement la femme soit vraiment l'égale de l'homme. Mais je pense que voilà, effectivement, prendre les enfants, et je pense que ça va au-delà de la résilience en fait, parce que quand on parle de résilience, c'est qu'on est dans quelque part, entre guillemets, dans un espèce de combat. Hein. On est obligé d'être résilient parce que pour faire face à des aléas, pour faire face à des situations qui sont… ça peut être des situations quotidiennes, mais n'empêche que ce sont des situations qui sont considérées comme anormales. Hein. Et donc, on fait preuve de résilience parce qu'on va savoir gérer, on va savoir rebondir face à ça. Ce que propose Sophie, là, dans ses actions dès le plus jeune âge, ça va au-delà de la résilience. Hein. Puisque, au contraire, ça voudra dire qu'on n'aura plus besoin de la résilience. On sera naturellement dans un monde dans lequel les petits garçons et les petites filles considéreront que la personne qu'ils ont en face d'eux, c'est juste pareil, quoi. Voilà. Et qu'il n'y a plus de stéréotypes. Et je pense qu'effectivement, le travail, il est dans toute la société, dans toute l'éducation qui est à revoir sur justement, les filles ne jouent pas avec une poupée et une cuisine et un aspirateur, et les garçons avec une petite voiture, des camions poubelles et je sais pas quoi. Non, on peut jouer au Lego et jouer avec un camion poubelle quand on est une petite fille, oui, parce que c'est vachement sympa. Voilà. Moi, j'adorais les petites voitures aussi. Et voilà. Et j'ai toujours aussi adoré les voitures après. Je faisais des sports plutôt masculins. Enfin, bon, ouais, mais voilà, parce que les sports ne sont pas genrés. Enfin, on peut les pratiquer, j'allais dire, qu'on soit une femme ou un homme, on peut les pratiquer et jouer de la même manière. Donc, effectivement, la société doit s'interroger vraiment, et je pense qu'on le fait en fait. Et c'est ça qui est rassurant. Alors, c'est la temporalité des choses qui est un peu lente, quoi. Mais on le fait, et heureusement d'ailleurs. Je me demande toujours, enfin moi j'ai 2 garçons, qui sont plutôt grands maintenant, et ils ont une approche du genre qui n'est pas du tout la même que celle de ma génération, quoi, déjà, et c'est très rassurant en fait. Alors après, j'entends Sophie quand elle nous parle des chiffres et tout, mais je me dis quand même, ils avancent, ces générations-là avancent. Ils ont quel âge? Parce que moi, ma fille a 16 ans et c'est pareil, ils ont une approche du genre qui n'a rien à voir. C'est ça. Moi, ils ont 18 et 21 ans. Vous êtes leur maman aussi. C'est sûr. Oui, mais c'est pour ça, tout ça est très compliqué en fait, parce que tout est emboîté, effectivement. Et le fait d'avoir une maman qui est dans la tech, qui leur parle de techno, qui peut parler avec eux sur les trucs informatiques, parce que voilà, c'est sûr que ça doit les… Leur image de la normalité pour eux, c'est normal. Voilà. Oui, c'est normal. Mais je pense quand même… On revient au rôle modèle quand on… Non, mais bien sûr, on revient à l'éducation. Boris. C'est bien sûr C'est mon credo, je ne veux pas lâcher. Pardon, Sophie.
On en revient à ce que disait Karima, ce qui est évident, c'est que l'éducation joue énormément et que là, certainement, dans leur éducation, voilà, donc c'est pour ça qu'il faut l'amener au sein de l'école républicaine et faire que ce soit à cet endroit-là qu'on essaye d'avoir une éducation non genrée. J'avais proposé, on m'avait demandé, je ne sais plus où, une action à mener pour changer les choses. J'étais commencer par changer les manuels scolaires. Dans les manuels scolaires, 96% des représentations scientifiques, que ce soit de la fiction ou de la réalité, sont des hommes. C'est difficile pour des petites filles. C'est faisable, c'est possible. On peut, mais c'est sûr qu'elles vont intégrer, évidemment, pendant des années et des années, que être acceptées par la société, c'est se conformer à ce qu'elles ont vu et que donc, elles vont plutôt aller vers là où on les attend pour se sentir heureuses et épanouies. Donc, c'est… Et Karima, c'est vous qui aurez le dernier mot. Cette émission s'achève, donc… En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant et finalement, on est toutes les trois plutôt d'accord sur les constats. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter et à débattre avec Sophie et Lucille. Hein. On a en plus du coup des enfants et c'est rigolo ce dernier. Je trouve intéressant ce dernier passage puisqu'effectivement, moi aussi, j'ai deux garçons qui sont qui ont pas de, enfin, ils font vraiment aucune différence de genre. Pour eux, une femme peut être n'importe quoi et un homme peut être n'importe quoi, c'est même pas un sujet. Et donc, on revient au fond du sujet, c'est l'éducation. Moi, je suis ravie d'avoir connaissance de tout ce que fait l'école 42 hein, en termes d'éducation. Moi, je pense que Lucille sera d'accord. On est très fiers d'être dans ce groupe et moi, dans ce groupe et AGRDF où le positionnement de la femme n'est vraiment pas un sujet fort. Alors, bien sûr qu'il y a plein de choses à traiter, il y a encore plein de choses à régler, il y a plein de façons de penser qu'il faut faire évoluer. Pour autant, on est là et on a des postes importants et on a une vraie légitimité. Et aujourd'hui, je n'ai aucun débat sur cette légitimité et la compétence que je peux avoir sur les sujets qui sont de mon périmètre de responsabilité. Donc moi, je dis, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir pour demain et finalement, les challenges sont devant nous et rien n'est impossible. Il faut juste l'accompagner. Merci beaucoup. Merci à nos experts pour la richesse de leurs échanges. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous retrouvera avec plaisir pour d'autres sessions de la tribune Live Connect en partenariat avec le Réveil Digital d'Engie. À bientôt.